Et on va parler d'un festival qui va commencer demain à Strasbourg, consacré à la culture slave et chapeauté par l'Opéra du Rhin. On est avec le coprogrammateur du festival Ars Mondo, Antonio Cuenca Ruiz. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est donc ce festival qui existe depuis quelques années maintenant, organisé par l'Opéra national du Rhin. Il y a eu le Japon, il y a eu l'Argentine, il y a eu le Liban. L'année dernière, c'était la culture tzigane et maintenant le monde slave. Pourquoi le monde slave ? Alors c'est vrai qu'Ars Mondo est un festival qui existe depuis pas mal d'années, depuis 2018 je crois. Il était chapeauté avant ça par Christian Longchamp. Le festival a été créé à l'initiative de la précédente direction de l'ONR. Opéra national du Rhin. Opéra national du Rhin, oui. Et chaque édition s'intéresse à une culture. Donc ça a été des cultures nationales jusqu'à présent, vous en soulignez les pays. Et la nouvelle direction de l'Opéra national du Rhin, donc Alain Péroux, a souhaité à partir de maintenant mettre le focus sur des cultures transnationales. Et pour certaines d'entre elles, très proches de Strasbourg, voire présentes à Strasbourg, donc la culture tzigane l'année dernière, et les cultures slaves, peut-être plutôt au pluriel d'ailleurs, cette année. Alors il paraît que le choix de cette thématique des cultures slaves a été fait bien avant le début de la guerre en Ukraine, en raison de la programmation d'un opéra russe. En quoi le déclenchement de la guerre et tout ce qui se passe depuis des mois et des mois a peut-être un peu perturbé votre travail de préparation ? Alors là, c'est vrai que ce qui se passe depuis un an, depuis l'invasion de l'Ukraine, a complètement chamboulé l'approche de la programmation, qui s'est nourrie de beaucoup d'échanges avec des artistes, des chercheurs, des journalistes. Ce qu'on s'est dit avec la direction de l'ONR et avec les différents partenaires du festival, c'est qu'il valait mieux ne pas annuler cette édition, évidemment, et au contraire en profiter pour inscrire ce qui se passe aujourd'hui dans des perspectives plus larges, plus lointaines, pour inscrire ça dans un horizon culturel, historique, duquel on n'a pas forcément le temps de parler quand on commente l'actualité. Et on peut le faire d'autant mieux, justement, qu'on le fait grâce au point de vue très singulier d'artistes, de chercheurs, de penseurs qu'on invite dans le festival. Alors peut-être qu'on a besoin d'une toute petite note de bas de page. En fait, slave, ça veut dire quoi ? Alors justement, vous avez entre les mains la brochure du festival. On a commandé un très bel article à une chercheuse de l'université sur les enjeux de définition du terme. Et justement, le danger, peut-être, serait de chercher, en faisant cette programmation, à définir de manière un peu trop homogène ou unitaire ce que veut dire slave. Ouais. Et j'espère, justement, qu'après ces 3 semaines, à peu près de rencontres, de projections, de films, d'expositions, de spectacles, la définition soit pour nos spectateurs et spectatrices très complexe, très nuancée, très vivante. Qu'est-ce qui fait qu'on est slave, en fait ? La langue, évidemment, ça joue ? Alors, oui et non, parce qu'on est sur une aire géographique très vaste, avec différentes langues, différents systèmes d'écriture, différentes religions, différents alphabets, différentes expressions culturelles. Et donc c'est un peu ça la question quand on entre dans ce festival à partir de demain. C'est exactement ce que vous demandez. Qu'est-ce que ça signifie être slave ? Et d'ailleurs le festival donc explore ça sous différentes manières et culmine avec une rencontre qui j'imagine sera très belle, une rencontre avec des étudiants de la section russophone du lycée des Pontonniers qui répondront à leur manière à cette question par des choix de textes, des extraits musicaux. Alors il y a peut-être une des manières de dire qu'est-ce que c'est qu'être slave, c'est en additionnant les États-nations qui existent aujourd'hui, la République tchèque, la Pologne, l'Ukraine, la Russie. Est-ce que vous vous êtes posé la question de mettre tout ce qui concerne la Russie de côté, compte tenu de ce qui se passe en ce moment dans le monde ? C'est vrai que précisément, de s'intéresser à une culture plutôt qu'à un pays, ça nous permet de comprendre ce qui excède ou ce qui est irréductible à des frontières nationales. Et en retour, ça nous permet aussi de comprendre qu'est-ce qui, dans l'histoire et dans la culture, peut être confisqué par un pays, par un régime, par un gouvernement. On s'est posé la question justement de la programmation. Le directeur de l'opéra dit la culture slave ne doit pas être la propriété exclusive de la Russie. Exactement, enfin, c'est le point de vue de l'ONR et de sa direction qui est défendu avec la programmation du Tsar Saltan. L'enjeu est ça, c'est l'opéra, c'est ça. C'est l'opéra, oui, le pont du Tsar Saltan. L'opéra Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, qui est une très belle œuvre par ailleurs. Ce qu'on essaye de faire justement, c'est de
voilà, de s'approprier ces œuvres, en fait, de refuser leur confiscation, aussi de les inscrire dans une histoire, dans des réceptions, dans des manières de les lire différentes. Il y a par exemple une performance qui, à mon avis, sera un des temps forts du festival, qui s'appelle Swan Lake Solo. C'est une performance dans laquelle une chorégraphe et danseuse ukrainienne, Olga Dukovnaya, raconte quel est son rapport au ballet Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski et comment ce ballet, pour les anciens habitants de l'Union soviétique, a une signification politique complètement différente de ce que nous connaissons ici en France ou plus à l'ouest. J'ai vu qu'il y a une conférence aussi sur contester par la musique sous régime autoritaire. En l'occurrence, s'il y en a qui s'y connaissent bien dans la matière, c'est les Russes, hein, avec toutes les années de l'Union soviétique. Oui, et d'ailleurs, vous parlez d'une conférence qui s'intéresse au rock en Biélorussie. C'est une conférence qui fait partie d'un cycle de rencontres et conférences portées par la BNU, qui justement apporte des éclairages très riches sur les enjeux politiques et contestataires de certaines expressions artistiques. Après les grands compositeurs russes du XXe siècle, il y a une filiation évidemment à tracer. 12 lieux, des films, des lectures, des représentations, des conférences, des ateliers pour enfants, et l'opéra qui sort de l'opéra. Ça fait aussi partie d'un peu du cahier des charges de ce festival, hein. Pas toujours faire venir les gens dans ce bâtiment qui parfois impressionne un peu Place Broglie. Oui, l'idée effectivement c'est de faire circuler les publics, conjuguer les forces, représenter des choses dans des lieux qui peuvent être un peu inhabituels. Voilà. Il y a des lieux insolites un petit peu au programme. Alors je vous parlais de cette performance qui aura lieu dans la salle des fêtes de l'Aubette. Donc on sera dans un cadre magnifique, art déco, grâce à la participation des musées de la ville. On aura, oui, effectivement, des rencontres et performances dans le foyer du théâtre. J'évoquais cette proposition du lycée des Pontonniers qui aura lieu en salle Bastide, donc le foyer de l'Opéra national du Rhin. Les projections de cinéma ont lieu dans différents lieux, donc au Cinéma Star, à l'université, à l'auditorium du musée d'art contemporain. Donc vous voyez, même un cycle de cinéma ukrainien contemporain se répartit comme ça dans différents lieux de la ville, incite un peu les spectateurs à voyager, à se déplacer dans la ville et aussi au-delà des frontières. Programme dense, hein, des tas d'événements pour se plonger dans cette culture. Ça commence demain et ça dure jusqu'au 14 mai. Donc c'est l'occasion, hein, de vraiment se plonger dans cette culture. Très beau programme, il faut le dire. Concocté par le festival Ars Mondo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Rendez-vous dès demain donc.